Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue pour ce webinaire du 2 juillet avec pour thème élections législatives, quels enjeux pour vos investissements. J'ai le plaisir d'accueillir Xavier, qui est donc directeur des investissements chez OTA Capital, qui est la société de gestion qui fait partie du groupe Lynxea et qui est en charge de toute l'administration de notre gestion pilotée. Bonsoir Yves. Bienvenue Xavier. Alors, pourquoi un webinaire on a beaucoup de questions. Voilà, parfois les webinaires un petit peu impromptus sont aussi issus des questions qui nous sont posées lorsque vous appelez notre service client, que vous nous adressez des emails, etc., etc. L'idée dans cet entre-deux tours, c'était d'avoir 4 points de passage. Le premier, l'impact du risque politique sur les performances des marchés financiers. En deux, les enjeux, ou en tout cas les sujets qu'il va falloir suivre de près pour monitorer un peu la performance des actifs. Et puis ensuite, évidemment, on détaillera des stratégies d'investissement et puis éventuellement des solutions d'investissement. Et puis on fera un petit point sur les performances du premier semestre, évidemment. D'ailleurs, on peut commencer par cela. C'est vrai qu'on a une poursuite de la hausse au premier semestre 2024, après une année 2023 qui avait été plutôt très bien orientée pour tous les marchés d'actifs risqués. Donc là, si on regarde ce qui s'est passé sur les 6 premiers mois de l'année, eh bien, on a des marchés actions qui ont poursuivi leur dynamique de forte hausse, et ça partout dans le monde entier de façon diversifiée, avec évidemment la locomotive américaine qui continue de caracoler en tête en termes de performance. Le vilain petit canard français. Alors ça, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que le parcours du CAC a été quand même assez compliqué sur le mois de juin, et on le verra après. Mais c'est vrai qu'avant la dissolution, le CAC se portait très bien puisqu'on était quasiment à plus de 10% de hausse depuis le début de l'année. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est vraiment que partout dans le monde, il y a des opportunités Les actifs de faire de la risqués, les actifs actions sont en hausse plutôt significative depuis le début de l'année, et des actifs obligataires qui sont un tout petit peu à la traîne. Oui, alors sachant que ça ne tient pas compte du rendement qui est servi. C'est vraiment sur la partie plus-value uniquement et pas les rendements servis. Exactement. Donc on est gagnant sur le marché obligataire depuis le début de l'année avec les coupons qui sont versés. Et ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'on a la résistance de ces marchés actions, voire cette hausse des marchés actions, malgré les risques et les incertitudes qu'on a dans le marché. On avait parlé des risques politiques et on va le revoir, mais c'est vrai qu'en début d'année, on avait mis en avant un risque à surveiller. Multiples élections mondiales. Voilà, plus de 50% de la population mondiale qui passera aux urnes cette année. Et donc, malgré ce risque politique et malgré le risque financier, on en parlera aussi, c'est la hausse des endettements des États. Et malgré ça, on a une dynamique qui continue de très bien se comporter sur ça, les c'est vrai marchés depuis le actions. début d'année. Sur le mois qui vient de s'écouler, Alors, si on passe au slide d'après, on va voir d'abord peut-être tant qu'on y est, les performances de la gestion pilotée. Donc, avec des performances qui sont bonnes, hein, avec des profils qui finalement ont la performance attendue et objective. Donc, c'est environ 2% pour le profil défensif, 4% sur le premier semestre pour le profil équilibré, un peu plus de 5% sur le dynamique et quasiment 6% sur le profil agressif. Sachant qu'on peut rappeler une règle assez simple, c'est que si on tient une performance de 7% par an pendant 10 ans, le capital double. Et donc, c'est ce qu'on continue de chercher dans notre gestion pilotée. Donc là, on a une gestion pilotée des performances qui se tiennent très bien depuis le début de l'année. Si on s'arrête effectivement sur le slide suivant, ça c'est la même chose. On voit bien qu'il y a un écart de performance qui est quand même assez marqué depuis le début de l'année, et ce qui confirme qu'il faut être vraiment diversifié dans ses allocations et pas avoir un risque trop concentré comme on a pu le voir sur la France. Et là, on va rentrer dans les détails sur le slide suivant. Donc, on s'est attaché en disant, voilà, il y a un risque politique qui est réel. Et l'annonce de la dissolution en France a montré l'impact que pouvait avoir le risque politique sur des marchés. Sur un marché donné, moins 6,5 pour la France, moins 2,30 pour l'Europe, et le reste du monde qui reste en vert. Voilà. 6,5, c'est peut-être un petit peu injuste pour le CAC 40, non ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu
Quelles valeurs ont été peut-être pénalisées dans les fonds que vous gérez, vous, chez OTA? Et est-ce qu'au fond, tout ça est bien justifié au regard de l'exposition internationale de ces grands groupes français? Alors, ce qui est sûr, c'est que les investisseurs sont sortis du marché français sans faire aucune distinction. Hein, c'est-à-dire que les sociétés dont le code ISIN commençait par FR ont été vendus. Et effectivement, tu fais bien de le rappeler, c'est que les grands groupes internationaux du CAC 40 sont des groupes qui sont très bien diversifiés d'un point de vue géographique sur leurs ventes. Et c'est vrai que quand on décompose le chiffre d'affaires des grands groupes du CAC 40, moins d'un tiers de ces groupes font leur business en France. Donc là, c'est sûr que tout le marché a été embarqué par ces incertitudes politiques. Mais ce qui est intéressant de noter, et encore une fois, pour illustrer l'importance de la diversification sur des portefeuilles, c'est que je dirais que c'est un problème qui a été très ciblé sur un pays, la France. Donc, évidemment, par contagion, l'Europe en a un petit peu souffert, mais la dynamique ne s'est pas arrêtée à cause de cette problématique politique en France sur les autres classes d'actifs, puisqu'on voit que les marchés obligataires sont en hausse également, et sur les autres zones géographiques. Parfait. Et si on regarde sur le slide d'après, les performances de la gestion pilotée, c'est que ça a très bien tenu dans cette période de très forte baisse finalement du marché français, et ça montre qu'on est vraiment finalement très peu dépendant de cela, et que l'allocation qu'on cherche à avoir en termes d'actifs et de géographique fonctionne très bien. Ouais, c'est sûr qu'on est mieux avec moins 0,26 sur un profil agressif que du moins 6,50 pour quelqu'un qui aurait une simple SICAV action française, comme on en retrouve parfois beaucoup dans certains portefeuilles. Exactement. Donc, quels sont les enjeux? Alors peut-être, Renan, est-ce qu'il y a des questions de début pour l'instant? Pas encore, on peut continuer, c'est parfait. Donc, il y a 3 enjeux qui nous semblaient intéressants de partager avec vous. La dette publique, évidemment, la croissance, qui reste le socle essentiel pour la poursuite de la hausse des actifs risqués, et enfin la fiscalité, où là, on va se tourner vers ton expertise, Yves, j'imagine qu'il y aura pas mal de questions sur la fiscalité et sur les éventuels risques par rapport à cette incertitude politique qu'on peut avoir en France. Alors, commençons par la dette publique, dont on parle beaucoup en ce moment. Évidemment, donc petit constat. Sur ce graphe, et je dirais que le graphe parle de lui-même. On a aujourd'hui une dette française qui, par rapport au PIB, qui dépasse les 110%. Donc on le voit depuis 30 ans maintenant, on a un accroissement de cette dette française par rapport à une dette allemande qui, elle, a baissé, puisque l'Allemagne, depuis, je dirais, les années 2010, ont pris des mesures assez importantes en termes de réduction du déficit et de la mainmise sur les dépenses. Donc, en clair, c'est ces élections qui ont eu globalement pour conséquence de mettre un petit peu le nez sur ce 110%, voilà, et ça a eu un impact assez radical. On pourrait peut-être Et ce qui est important de noter, c'est que pendant la grande crise des dettes souveraines, où finalement la Commission européenne a aidé et a mis sous tutelle la dette espagnole et portugaise, leur niveau de dette sur PIB était à 100%. Vous voyez que là, on dépasse largement les pays dont on parlait de situation de quasi-faillite à l'époque, en 2008. Exactement. Et ce qui est important d'illustrer avec ça, c'est que finalement, on voit bien qu'on va avoir les prochains gouvernements qui vont avoir une marge de manœuvre extrêmement limitée de par cette dette et ce déficit qui est très important, d'autant que la France est le moins bon élève avant l'Italie, en termes de dette et de déficit. Ce qu'on constate ici, c'est évidemment quand il y a ces risques politiques, on voit bien que c'est un impact sur le coût de financement de la dette française. Donc là, on a représenté l'OAT 10 ans sur un mois, et on voit bien qu'il y a eu une forte volatilité depuis l'annonce de la dissolution et les élections, et avec un OAT qui s'est fortement apprécié, puisqu'on est passé d'environ 3,05% à 3,35%, et cela illustre bien sûr la difficulté
et les craintes qu'on peut avoir sur la dette française, même si ça reste quand même mesuré pour l'instant. Une hausse qui est relativement forte, mais on passe de 3,35 à 3,45, c'est ça? On est passé de 3 à 3,35 et puis là, on est retombé un petit peu. Mais la meilleure illustration de ces craintes sur la dette, c'est sur le slide après, c'est le spread. Alors, le spread, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart de rendement entre un taux 10 ans allemand et le taux 10 ans français. Pourquoi le 10 ans allemand? Parce que c'est l'actif considéré le plus sûr, la dette d'État la plus sûre de la zone euro, et donc c'est une base de comparaison avec tous les pays d'Europe et là précisément la France, et on voit bien que à la suite de l'annonce de cette dissolution, on a eu une envolée très forte de ce spread qui a atteint quasiment 78 points de base de différence. C'est 0,78% d'écart entre le rendement de l'actif allemand et le rendement de l'actif français. Exactement, entre le coût de la dette française à 10 ans et le coût de la dette française allemande à 10 ans. Et donc ça illustre bien vraiment le mécanisme de défiance. Le mécanisme de défiance qu'on a, et les problématiques ont été illustrées par cette incertitude politique. Donc il y a un niveau qui est vraiment très important à surveiller, c'est le niveau de 100 de spread. Donc là on est monté, on n'avait pas vu ces niveaux depuis quasiment 10 ans maintenant. Et c'est un niveau évidemment important à surveiller parce que les marchés d'actions sont très corrélés, bien sûr, au spread entre la France et l'Allemagne. Et c'est ce qu'on verra sur le slide d'après, avec l'évolution du CAC, on l'a dit, hein, sur un mois, ça a baissé de plus de 5%, et sur un an, on est revenu sur des niveaux quasiment à zéro, sachant que, comme on l'avait dit, le CAC était en hausse de plus de 10% depuis le début de l'année, avant ces problématiques. Alors malgré tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle, hein, c'est que ces webinaires de crise, on en a fait quelques-uns ensemble avec tous ceux qui nous écoutent. On aurait pu en faire d'autres en 2011 et probablement monter jusqu'à 2001 ou 87. Malgré ça, on s'aperçoit qu'avec le temps qui passe, la valeur des actions du CAC 40, malgré les embûches, monte. C'est aussi pour ça qu'il faut, et on dit, rester plutôt investi sur le long terme. Voilà, accepter de la volatilité est toujours difficile quand on regarde son contrat d'assurance vie. Malgré ça, on voit que crise après crise, l'indice CAC 40 voit sa performance augmenter. Donc, les crises sont toujours des bonnes sources d'opportunités, effectivement, et encore plus si on est à un horizon d'investissement qui est moyen ou long terme, parce qu'effectivement, on peut jamais acheter au plus bas dans un marché, mais il faut être assez contrariant pour pouvoir profiter de ces risques, pour pouvoir se renforcer sur certaines classes d'actifs. Donc c'est pas seulement bateau de dire sur le long terme, les marchés financiers vous feront gagner plus d'argent que des supports sans risque. Voilà. En revanche, c'est probablement pour les plus anxieux certaines nuits un petit peu désagréables à passer. Voilà, mais en tout cas, on voulait quand même illustrer que sur le long terme, malgré des événements importants, l'indice français arrivait à performer. On aurait pu le reproduire sur d'autres marchés internationaux. Ce qui est important aussi, je pense, de préciser, c'est oui, la situation est tendue. Vous avez vu également qu'il y a une procédure pour déficit excessif qui a été ouverte par la Commission européenne sur la France. Mais malgré cela, la dette française est très importante pour les marchés obligataires de par sa taille et de par sa liquidité. Et on l'a vu sur la dernière adjudication du Trésor français, donc qui a émis de la dette pour rembourser une partie de la dette française. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de taux exagérément élevés, et on a eu une demande qui a été très forte, puisque ça a été souscrit plus de 4 fois. C'est-à-dire que donc malgré ces incertitudes, les gens nous font encore confiance. Et on le voit bien sur la hausse limitée du spread, et puis le marché évidemment a sans doute écarté le scénario le pire en termes du creusement du déficit après le premier tour. Donc on l'a vu, la dette publique, attention. Maintenant la croissance, parce qu'au fond les marchés actions, c'est avant tout une histoire de
de croissance, voilà, de bénéfices futurs. Donc là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sentiment de marché ou en tout cas la température avant cet été? Eh bien, c'est ce qu'on a dit en préambule. On a vu les très bonnes performances qu'il y avait un peu tout autour du monde, notamment sur la partie des marchés d'actions. Et ça, c'est tiré par la très bonne dynamique de l'économie mondiale. Et on peut le voir ici, qui s'améliore, qui est en croissance et qui est portée bien sûr par la très bonne dynamique de l'économie américaine. L'économie américaine, ils sont en plein emploi, c'est 4% de chômage en mai, donc ça soutient le revenu, ça soutient la consommation des ménages évidemment. Puis il y a un effet richesse aussi qui joue beaucoup pour les ménages américains, c'est quand la bourse est en hausse, c'est bien finalement vous avez un effet richesse parce qu'eux sont très fortement investis sur les marchés. Bien entendu. Donc un marché à plus 15 ou un Nasdaq à c'est toujours ça de plus pour pouvoir dépenser. Et puis, on l'a vu aussi sur des niveaux de rendement du marché obligataire qui sont là aussi attractifs. Et puis, il y a aussi l'investissement privé. Donc, c'est valable aux États-Unis, mais comme en Europe, où on a des plans finalement de relance et d'investissement très importants qui ont été décidés, qui commencent à être implémentés dans les différentes économies à travers le monde, et notamment pour tous les aspects de réindustrialisation ou de rapatriement de capacités de production après les sujets qu'on avait vus pendant le Covid. Et tout ça, ça porte vraiment une croissance mondiale qui reste solide et parfaitement parfaitement bien équilibré. D'autant qu'on l'a dit aussi, c'est que la conjoncture sur la zone euro s'est améliorée et la reprise a été confirmée grâce notamment à l'activité des services et les ventes au détail et la confiance des consommateurs, comme on peut le voir ici, est en forte hausse et c'est atteint un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans et demi maintenant. Et quand les consommateurs ont confiance, eh bien, ils consomment. D'autant qu'on a là aussi une situation chômage qui est vraiment très bonne en Europe, puisqu'on a un chômage qui est au plus bas historique pour la zone euro, et avec dans le même temps des hausses de salaires qui sont assez fortes et donc des salaires réels. Beaucoup de voyants au vert foncé. Hein. Voilà, et ça c'est très important parce que c'est ça l'essentiel et c'est ça qui va soutenir la dynamique de croissance des entreprises et donc de leurs bénéfices. Donc si on résume, on conserve encore pour les mois à venir une exposition aux actifs risqués. Tout à fait. Aussi bien sur la partie action que sur la partie obligataire. Évidemment, il y a des risques. Le risque politique est toujours là. Il y a bien sûr l'élection aux États-Unis qui risque d'apporter peut-être un peu de volatilité aussi. Il y a tout l'aspect géopolitique sur lequel et ça qui peut avoir un impact sur les marchés financiers. Mais les fondamentaux économiques, les fondamentaux des entreprises restent bons. Et donc, c'est pour ça, il faut profiter de ça pour continuer à attendre des rendements positifs sur cette classe d'actifs. Parfait. Fiscalité maintenant. On a eu beaucoup de questions sur la fiscalité. Là, on va faire de la politique, en tout cas de la fiscalité fiction. Le sentiment qui nous anime chez Lynxea, c'est pas de panique. Pas de panique, pourquoi ? Parce que depuis très très longtemps, certains bruits de couloir, certains qui étaient très pessimistes sur ce produit avec des gouvernements qui sont passés les uns après les autres depuis des dizaines d'années, nous ont fait croire que tout allait changer. Pourquoi est-ce que nous, on est plutôt très satisfait très rassuré sur la situation actuelle ? Il y en a 4 des raisons qu'on va détailler ensemble. La première, c'est que l'assurance vie, c'est avant tout un produit populaire. Donc là, on va vous donner quelques chiffres qui illustrent un petit peu ce propos. 3/4 des détenteurs des contrats d'assurance vie en France sont des ouvriers, des employés, des agriculteurs, des professions intermédiaires ou des retraités. Voilà, vous avez un petit peu le taux de détention catégorie par catégorie. Et on peut voir globalement, c'est un produit qui touche toutes les catégories socio-professionnelles en France. Voilà, donc c'est un produit grand public, c'est pas un produit réservé aux riches comme on l'entend parfois. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce qu'on se doute bien qu'un gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, tient compte au fond de ce que pensent 100% de ses électeurs éventuels. La deuxième raison, et qui est aussi extrêmement importante,
Et là, on se positionnera absolument pas sur la couleur politique ou la composition de l'Assemblée nationale, mais c'est que tous les partis politiques ont en tête qu'à peu près 25 à 30% des obligations d'État françaises, de la dette française, est aujourd'hui investie en assurance vie. C'est-à-dire que le premier financeur privé, on va dire individuel, de l'État français, eh bien, c'est l'assurance vie aujourd'hui. Donc, ça assure son financement par le fait que vous épargnez et que vous épargnez pour partie sur du fonds en euros. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis ça, on le sait assez peu. C'est qu'aussi l'assurance vie est pour l'État un produit qui est relativement économique par rapport à des produits qui sont subventionnés, comme le livret A, comme le livret d'épargne, les PEL, les PEA. Et l'épargne salariale. Mais en tout cas, l'assurance vie est de loin le produit le plus économique pour l'État français. Donc ça, c'est aussi un point important quand on cherche à faire des économies budgétaires entre subventionner le livret A ou laisser l'assurance vie tranquille. Et puis ensuite, on a 2 points supplémentaires. On a des électeurs. Ça, c'est une étude Ipsos qui date de 2017, mais on imagine que ça a assez peu changé, qui montre catégorie par catégorie d'électeurs du Front de gauche au Front national. Quelle est la proportion des électeurs qui souhaitent voir la fiscalité de l'assurance vie évoluer? Et on voit qu'en moyenne, on est à 8, mais globalement, le chiffre de modification est relativement faible, quelle que soit la couleur du vote. Donc, on peut aussi imaginer que dans le cadre d'une réforme éventuelle de la fiscalité, l'assurance vie, certes, verrait peut-être des modifications, mais globalement, probablement pas de modifications radicales, eu égard à ce petit sondage que vous avez à l'écran. Et puis, dernier point important, c'est que l'assurance vie a aujourd'hui, on le répète très, très souvent, une fiscalité qui est extrêmement attractive par l'effet de capitalisation, par le fait que quand vous êtes dans l'enveloppe, les plus-values générées ne génèrent pas de fiscalité, contrairement à ce qu'on pourrait avoir sur des revenus d'intérêt ou des plus-values réalisées sur des dépôts à terme, par exemple, ou des achats et ventes d'actions. Donc, une taxation partielle des intérêts. Et puis, évidemment, sur les droits de succession, dont certains veulent voir les taux monter fortement. Voilà, eh bien, l'assurance vie aujourd'hui est encore, pour une bonne partie des épargnants français, un havre de paix. Et on a essayé de se livrer à un petit exercice de calcul que vous allez pouvoir découvrir avec une hypothèse qui serait globalement, je dois réduire la dette publique et maintenir la croissance. Ça équivaut à dire qu'il est très probable que quel que soit le schéma de gouvernement dont on hérite, on aura probablement une hausse de fiscalité. Où, quand, comment, pourquoi. Évidemment, on ne va pas pouvoir y répondre chez l'INCSEA, mais on a pris une hypothèse de quelqu'un qui aurait effectué un versement de 100 000 euros sur un contrat d'assurance vie avec une performance de 4% par an au cours des 10 dernières années. Pardon. Ça l'emmènerait sur un capital acquis de l'ordre de 148 000 euros. Et puis, on a fait 2 petits calculs. Une flat tax à 30, qui est celle qu'on peut avoir aujourd'hui, et puis une flat tax à 50. On revient à des niveaux de fiscalité voilà, qu'on a pu connaître il y a une quinzaine, une vingtaine d'années sur les dividendes, etc. etc. Et on a quelqu'un qui décide de récupérer 20 000 euros de rachat partiel. Donc, il veut récupérer 20 000 euros d'épargne. Dans ces 20 000 euros d'épargne, vous le savez, il y a une partie capital, une partie intérêt. Globalement, on va bénéficier d'un abattement parce que son contrat a plus de 8 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le niveau d'imposition entre une flat tax à 30 ou une flat tax à 50 a un impact qui est de l'ordre de 377 euros. Et que le montant du rachat net, malgré une augmentation très, très significative de la flat tax, ne viendrait pas amputer le montant de l'épargne récupérée. Voilà. Donc ça, c'est un petit exercice tout simple qui montre que la puissance de l'assurance vie, qu'on répète très souvent, qui est vraiment cet effet de capitalisation, de faire tourner au sein de l'enveloppe eh bien, le compteur des plus-values, et qu'on n'ait qu'un mécanisme de fiscalité partielle à la sortie, y compris si on avait une augmentation très significative de la flat tax, ne viendrait pas forcément vous pénaliser. Donc pour toutes ces raisons, quand vous nous appelez, que vous nous dites est-ce que je dois sortir, est-ce que mon argent est en danger, et on le voit, aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, n'a intérêt à ruiner globalement une communauté d'épargnants extrêmement importante
qui, quelle que soit sa couleur politique, n'a pas envie qu'on vienne lui, on va dire, enlever les avantages de ce produit qui est vraiment, vraiment fantastique. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ces 3 risques, la dette publique, la croissance, la fiscalité, on va essayer de se tourner vers Xavier pour se dire comment investir aujourd'hui dans un scénario d'incertitude d'entre-deux tours. Eh bien, je dirais le principal mot d'ordre, c'est la diversification. C'est la diversification en termes de classes d'actifs, en termes de zones géographiques et en termes de support. On l'a vu illustré avec les performances précédemment, où finalement, on a une dynamique mondiale qui est très attractive, avec des opportunités d'investissement qui sont très intéressantes et des potentiels de gains que l'on trouve partout et qu'on le trouve en termes d'actifs risqués sur les actions, comme on l'a dit, mais aussi sur la stratégie obligataire. Et ça depuis quelques semestres maintenant, et on n'avait pas vu ça depuis de nombreuses années, près de 15 ans, et donc on a une nouvelle patte, je dirais, de performance à aller chercher. Et donc, c'est pour ça qu'on illustre avec les thématiques d'investissement, de fonds en euros, de fonds obligataires et des actions. C'est que, comme je le disais, l'aspect de hausse du marché des taux et des obligataires, ainsi que des obligations d'État, joue forcément sur les rendements des fonds en euros. Alors, favorablement. On a beaucoup parlé, on communique beaucoup. Tu les utilises, ces fonds en euros, dans ta gestion pilotée. Pour ceux qui, aujourd'hui, ont des liquidités qui traînent, voilà, sur des rendements qui sont probablement fiscalisés à 30% sur la flat tax. Sachez que chez Lynxea, grâce à nos amis assureurs qui profitent de la hausse des rendements obligataires et qui utilisent leurs réserves, on a des systèmes d'offres bonifiées sur 2024 et 2025. Donc sur Avenir, c'est une petite erreur, c'est 2024-2025, où on a 2% de bonus au cours de ces 2 prochaines années. Voilà, donc si on maintient un taux de rendement du fonds en euros sur Avenir Opportunité 2 à 2,50 sans hausse particulière, ça fait du 4,50 potentiel sur 2024 et 2025, ce qui est plutôt sympathique. On est à peu près sur la même philosophie chez Generali, avec du plus 1,50, mais un fonds en euros qui avait rapporté un petit peu plus. Voilà, donc vous pouvez investir globalement sans contrainte à 100% fonds en euros. Donc ça fait des placements très sécurisés, voilà, qui peuvent venir agrémenter l'épargne sans risque qui aujourd'hui parfois sort de dépôt à terme, voilà, dont les rendements, eux, sont en baisse. Donc les fonds en euros, c'est un peu le bon plan quand on profite de ces systèmes de bonus. Une fois qu'on en sort et qu'on veut des produits type obligataire avec des volatilités maîtrisées, auxquels on veut ajouter au fonds en euros, on peut évidemment, voilà, quand il y a des contraintes, on peut venir diversifier, hein, puisqu'on parlait de cette diversification, aller chercher des fonds obligataires datés. Alors, tu peux peut-être nous dire 2 mots sur qu'est-ce qu'un fonds obligataire daté? Tu as aidé un petit peu nos équipes à faire une petite sélection. Oui, bien sûr. Alors, sur le slide d'après, on va d'abord voir l'évolution de ces rendements. C'est important de remettre un peu une image sur ce qui s'est passé. Et on voit finalement qu'on a des rendements par rapport au début de l'année 2022 qui ont quasiment doublé sur toutes les qualités de crédit qu'on peut avoir. Alors, le graphique a l'air un petit peu compliqué, mais en gros, vous allez de gauche à droite d'une très bonne qualité de crédit avec les emprunts d'État jusqu'à la partie obligations au rendement. Donc, et plus on part vers la droite, plus les thématiques ou les investissements sont risqués. Et donc avec des rendements qui peuvent être assez significatifs. Mais ce qu'on constate, c'est que sur des bonnes notations de crédit investment grade, c'est-à-dire que les meilleures entreprises, on arrive aujourd'hui à pouvoir acheter de l'obligataire avec des rendements quasiment de 5 à 6% sur des entreprises quasiment sans risque. Et ça, c'est des niveaux qu'on n'avait jamais vus depuis 15 ou 20 ans. Donc c'est très important de profiter de ces rendements qui sont très attractifs et d'aller jouer un petit peu sur toutes les qualités de crédit et dans toutes les zones géographiques. Et donc c'est pour ça, et on va venir justement au slide suivant, c'est que les fonds datés permettent ce genre de choses, parce que quand on a un portefeuille, on n'a pas la possibilité d'acheter des obligations en direct. Il y a un risque embarqué qui est très important, puisque en gros vous mettez tous vos œufs dans le même panier sur un émetteur.
et le risque de défaut n'est jamais à zéro. Donc, prenez un risque important. L'avantage du fonds daté, c'est que ça combine les caractéristiques des obligations individuelles, c'est-à-dire que vous avez un coupon qui est versé de façon régulière tout au long de la vie de cette obligation, jusqu'à l'échéance de cette obligation. Et vous combinez aussi la sélectivité du fonds obligataire traditionnel, c'est-à-dire que le gérant obligataire, il va faire son marché en achetant ce qu'on appelle des souches, c'est des obligations, et en cumulant ces obligations au sein de son portefeuille et en diluant son risque. Il se crée un petit bouquet, quoi. Exactement. Donc, il va en acheter à droite et à gauche, il met ça dans sa petite bourse et puis il va avoir un rendement qui va s'en dégager. Donc, c'est un dosage idéal, le fonds daté, entre le risque et le rendement. Ça donne une très bonne visibilité et ça, je pense que c'est le point essentiel pour les fonds datés sur le rendement embarqué. C'est-à-dire que vous rentrez aujourd'hui sur un fonds à échéance, donc ça veut dire que ce fonds a une durée de vie qui est limitée, qui peut être 2028, 2029 ou 2030, et le gérant va acheter des obligations qui vont s'éteindre ou qui vont être achetées en 2029, 2030, etc. Donc, en clair, si je résume, on a un risque qui est diversifié sur un gros portefeuille. On achète une maturité moyenne, un peu comme un millésime de vin. Exactement. Qui nous donne la maturité moyenne de ces obligations à une date donnée, 2028, 2029, 2030. Selon ce qu'on choisit. Et en conséquence, on a un rendement moyen embarqué qui, si on le tient jusqu'à maturité, vient capturer un taux de rendement facial. Si on n'a pas de faillite, il suffit juste de le garder en portefeuille. C'est exactement ça, puisque la stratégie, ça s'appelle le portage. Donc, vous achetez l'obligation et vous allez jusqu'à la fin de cette obligation. Et à la fin de cette obligation, l'émetteur, c'est-à-dire que la société qui l'a émise, va vous rembourser, va vous rendre votre argent, plus tous les coupons qui ont été générés par cette obligation. Donc, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, et on verra des exemples, mais vous avez aujourd'hui des fonds datés qui proposent des rendements tout à fait attractifs. Carmignac 2019, 6,5%, 5,5%. Alors, c'est des montants c'est des rendements qui sont bruts, auxquels il faut enlever les frais de gestion des gérants. Mais grâce à des produits comme ça et des expertises comme celle-ci, on peut faire mieux que le fonds en euros avec des horizons d'investissement qui sont plus longs. Tu l'avais dit tout à l'heure, on peut s'assurer du 4,5 aussi. Exactement, panacher, on peut avoir une partie en 2027, une partie 2029, une partie 2030, avoir des profils de risque un petit peu divers et variés. Donc, tous ces fonds-là, vous les retrouvez généralement sur les supports accessibles au sein de nos contrats. Il y a un petit onglet fonds datés. Vous pouvez appeler nos équipes et ça, ce sont des fonds parmi d'autres que toi, tu utilises dans tes allocations aussi. Tout à fait. Et tu l'as dit, c'est une bonne opportunité de pouvoir étager son exposition en prenant des souches 2027, 2029, 2030, parce que là, vous avez de la visibilité. Aujourd'hui, si vous rentrez par exemple sur le Sycomore 2030, vous avez 5,5% brut garanti jusqu'en 2030 hors défaut. Donc, c'est quand même très intéressant. Si on enlève les frais de gestion du contrat, les frais de gestion du fonds, on va être aux alentours de 4,20, 4,30. Et ça vient sécuriser jusqu'à 2030 du 4,20, 4,30 net de tout frais. Et par rapport à un fonds en euros, c'est qu'on ne sait pas quel sera l'environnement de taux des banques centrales à ces échéances de 2030. Et donc, puisque la Banque centrale a commencé son baisse de cycle de taux, si on a une croissance mondiale qui continue de très bien se comporter, au fur et à mesure, c'est plutôt un environnement avec des taux qui devraient baisser à moyen terme. Donc, si ça baisse, le rendement de votre fonds en euros hors bonus devrait baisser peut-être. Et là, on vient cliqueter à un niveau de rendement moyen jusqu'à la maturité. Donc, les fonds datés, privilégiez ça plutôt que des fonds obligataires ouverts aujourd'hui. Et puis enfin, les actions. Alors là, c'est toujours la même histoire. Il faut prioriser une allocation globale. On l'a vu. C'est basique, mais ça fonctionne, on le voit à l'écran. Et vous voyez la différence de performance sur un semestre qui peut être assez marquée entre le CAC 40 qui est à -1 et un MSCI World qui est à 11%. Et donc, il faut profiter, encore une fois, de ces différentes opportunités que l'on peut avoir. En passant au slide suivant, c'est pour illustrer, c'est qu'on a des valorisations qui sont toujours attractives sur les actions. Donc là, sur la partie de gauche, c'est le price earning, c'est le cours sur les bénéfices estimés. Et on voit bien que sur la partie droite, sur la partie Chine, émergente, Royaume-Uni
et Europe, on se situe sous les moyennes historiques. La moyenne historique étant représentée par la petite barre verte que l'on a là. Et à côté, on voit que les États-Unis sont au-dessus de leur moyenne historique pour les raisons évidemment qu'on avait évoquées, notamment par la très bonne dynamique du secteur tech aux États-Unis, emportée par l'incroyable dynamisme de l'intelligence artificielle, et donc qui évidemment tire les valorisations vers le haut. Il y a encore des bons plans, si je puis dire. C'est d'ailleurs illustré par le graphe de droite qui montre, voilà, c'est en gros les décotes que l'on a par rapport au marché américain dans différentes zones, donc la Chine, l'Europe et le Royaume-Uni. Et donc, on peut se dire qu'on a des décotes quand même très significatives, notamment sur la partie Royaume-Uni, voire Europe, où on a plus de 30% de décotes par rapport au marché américain. Donc, il faut faire son marché partout. Et évidemment être présent sur toutes les zones géographiques pour diversifier également son risque. Si on va sur le slide suivant, une chose qui est essentielle pour la hausse des marchés boursiers, et ça c'est valable il y a une étude qui avait été faite sur les 100 dernières années, c'est que 80% de la performance des marchés actions est expliquée par la croissance des bénéfices par action. C'est essentiel. Et on l'a vu, la très forte dynamique de croissance du marché américain, elle est basée sur les fondamentaux et sur la dynamique de croissance des bénéfices des entreprises américaines. Et là, on voit qu'on retrouve une dynamique de croissance par action positive dans le monde entier. Alors, c'est étrange, on disait il y a quelques temps après Covid, ah là là, les marges sont extraordinaires, on n'arrivera pas à mettre plus de marge, l'inflation est liée aux marges. Et malgré ça, les marges continuent d'augmenter. Oui, parce qu'on a une dynamique sous-jacente de reprise dans certaines zones vous avez un effet de levier qui est favorable pour ces marges. Vous avez du côté de la très forte dynamique américaine des gains de productivité qui sont très importants et donc qui permettent toujours plus d'améliorer les marges et d'être encore plus efficaces et rentables. Non, c'est très souvent gain de productivité. Exactement. Ou ça peut être les deux. Souvent, ça peut aller également ensemble. Mais ça illustre bien que l'essentiel vraiment pour les marchés, c'est d'avoir une dynamique de croissance des bénéfices qui est là et qui est réelle. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est des éléments qui sont bien sûr favorables pour la poursuite de la hausse du marché. Et donc là c'était pour illustrer. Aujourd'hui, chez OTA, dans la gestion pilotée sur le profil dynamique, c'est pour illustrer la diversification que l'on met au sein de nos portefeuilles. Et on peut voir que sur un profil dynamique, on a 64% d'actions, 25% de fonds en euros, de l'obligataire et du diversifié pour une dizaine de pourcents cumulés. Et surtout, en partie géographique, on a États-Unis et le monde qui représentent à peu près 50% de l'exposition. L'Europe, très diversifiée, avec un poids français qui est très faible dedans, puisque on ne veut pas prendre des risques pays spécifiques trop marqués. Et on comprend pourquoi en ce moment. Et une partie émergente, puisque la dynamique émergente reste tout à fait importante. Donc, donc vous diversifiez votre risque, et ça c'est essentiel pour une épargne à moyen et long terme. Et on arrive à délivrer de la performance 10% sur 3 ans et 34% sur 5 ans. Donc le maître mot, c'est beaucoup de couleurs dans son allocation d'actifs. Et il faut être partout. Il faut bien sûr être aux États-Unis. Aux États-Unis, on a une monnaie référence, on a un marché référence, on a une croissance référence, on a une innovation référence. Et à côté de ça, on a une dynamique émergente qui profite de la très bonne dynamique américaine, notamment sur la partie Amérique du Sud, le Mexique, le Brésil. Vous avez la croissance chinoise qui a confirmé enfin son rebond qu'on attendait. Donc là aussi, il y a des choses à aller chercher sur la partie Asie et le moteur chinois qui se réveille. Et on l'a dit, les rendements obligataires qui sont très intéressants et les dynamiques d'action qui continuent avec des fondamentaux solides, même si, encore une fois, à court terme, il y a certains risques. Mais on se donne un objectif d'investissement à moyen et long terme. Il faut être investi sur ces classes d'actifs. Et alors sinon, on s'est permis de rajouter ça avec l'équipe qui s'occupe un peu de la sélection des unités de compte. Et sinon, on fait quoi ? Une fois qu'on a fait un peu de fonds en euros, un peu de fonds datés, un petit peu d'actions, il y a aussi des produits dont on vous parle régulièrement qui nécessitent parfois un petit peu plus de pédagogie ou qui sont nouveaux pour certains d'entre vous. Il y en a 3, le private equity, les produits structurés
et l'immobilier. Voilà, donc le private equity, on va passer assez vite, mais on a tendance à vous dire de regarder d'un petit peu plus près un fonds qui s'appelle un fonds d'Eurazeo qui s'appelle IPv3, voilà, qui investit à la fois en opérations de private equity traditionnelles sur des entreprises non cotées, et puis en grande partie sur ce qu'on appelle de la dette privée, c'est-à-dire des entreprises qui souhaitent faire de la dette obligataire. Et ça permet au fond d'avoir un profil où la partie obligataire va être remboursée au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et de générer une forme de performance régulière qui viendra être boostée dans le temps par la sortie des investissements qui ont été faits dans les entreprises non cotées. Donc voilà, ça peut être l'idée de jeter un petit coup d'œil. Ensuite, les produits structurés, on vous en parle souvent. Donc là, c'est l'occasion de vous parler de Impulsion 4. Donc tous les amateurs de produits structurés chez Lynxea ont dû pouvoir voir passer un produit qui s'appelle Exigence 23, voilà, dans la gamme des produits non garantis en capital, qui vous permet de réemployer assez facilement l'exigence 14, l'exigence 18C, puis de mémoire l'exigence 17 qui ont été remboursées. Voilà, avec la petite baisse qu'on vient d'avoir, c'est un excellent point d'entrée pour investir sur exigence. Mais on a aussi une petite gamme de produits structurés qui s'appelle Impulsion, où là, on a généralement une garantie intégrale du capital. Et là, on a un produit qui sort un petit peu de l'ordinaire sur le marché, qui est un produit qui est extrêmement simple. C'est un produit d'une durée de 5 ans qui bénéficie d'une garantie en capital à 100% à maturité, sauf faillite de l'émetteur, c'est-à-dire du fabricant, évidemment. Donc, en investissant, on est certain de récupérer 100. Et au terme des 5 ans, on va toucher 100% de la hausse de l'indice Eurostoxx 50. C'est-à-dire, on prend l'indice le plus simple qui vous donnera accès à la performance des marchés européens. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. Si le marché est en baisse, plutôt que d'être sur la flèche en bas à gauche, vous serez garanti en capital au terme des 5 ans. Si le marché européen monte dans 5 ans, eh bien vous aurez 100% de la hausse du marché dans la limite de 100% de gain. C'est-à-dire que si l'indice européen fait plus que doubler en 5 ans, c'est plus de 20% par an, eh bien vous aurez un gain qui est limité. Dans l'intervalle, vous avez globalement, si je résume, une sorte de tracker garanti en capital, c'est-à-dire au terme d'une durée de 5 ans, 100% de garantie de capital plus 100% de la hausse des marchés financiers. Donc ça, c'est un petit produit dont on va vous reparler parce qu'il permet 2 choses. Il permet de se dire, OK, les marchés à 4-5 ans, même si ça traverse des périodes un peu complexes, devraient monter. Donc, j'aurai bien 100% de la hausse. Et puis, si ça fait plus que doubler, j'aurai limité à un doublement du capital mon investissement. Et si je me trompe et que les marchés baissent de 30 ou 40% à échéance 5 ans, crise imprévue, eh bien, vous bénéficiez d'une garantie en capital brut de frais du contrat d'assurance vie naturellement. Mais en tout cas, votre risque en capital est extrêmement faible. Donc, c'est un produit qui permet de se dire à 5 ans, on joue la bourse sans les risques. Donc, voilà, ça permet d'investir pour les plus frileux. Et puis, ceux qui ont réalisé des belles plus-values, ne souhaitent pas sortir du marché, peuvent avoir un produit de repli ou de sécurisation de plus-value. Et puis enfin, 2 choses, une SCPI sans commission de frais d'entrée qui s'appelle Remake, dont on vous parle régulièrement, dans lequel, oui, on est impliqué capitalistiquement, mais elle a la chance de faire partie des SCPI relativement récentes. J'ajouterai à cela une société civile qui s'appelle l'Inascence, qui elle aussi est très récente. Voilà, et en tout cas, on le répète, dans le cadre de l'immobilier au sein de l'assurance vie, privilégier des véhicules récents qui investissent aujourd'hui sur un timing de marché qui est extrêmement favorable. Voilà, et puis après, vous avez des opportunités de club deal, d'opérations qui sont hors assurance vie, et on devrait pouvoir vous proposer quelque chose dans ce credo assez prochainement, voilà, qui sont généralement des opérations à sous-jacent immobilier plutôt courtes avec des rendements attractifs, dont le risque est évidemment, dont la garantie de capital n'est pas certaine comme sur tout investissement, mais en tout cas, voilà, qui offre des perspectives sympathiques. Donc, sur l'immobilier, pour les amateurs, il y a encore des petites choses. Le timing est bon.
n'hésitez pas à contacter nos équipes pour faire les bons choix. Voilà. Vas-y, passe. Et la conclusion, tu vas la faire, Xavier? Je l'ai déjà dit beaucoup, mais on diversifie les classes d'actifs, et tu as parlé aussi des nouvelles possibilités sur le private equity, les produits structurés ou la partie immobilière qui viennent parfaitement compléter une allocation en actions ou en obligations. Donc c'est important également, et il faut diversifier grâce à tous ces produits-là, ces échéances, et pouvoir gérer un petit peu la duration de son portefeuille en fonction de ses besoins. Exactement, à très court terme, plus exposé à moyen terme ou à long terme. Mais voilà, il y a aujourd'hui dans le marché, et la remontée des taux a facilité quand même pas mal de choses en termes d'allocation. C'est qu'aujourd'hui, on a encore plus de choix. Et on peut aller sur beaucoup de supports. Et l'assurance vie, tu l'as dit, permet justement cette diversification, parce qu'au sein des univers, on a accès à énormément de choses, plus qu'on peut compléter sur des choses hors assurance vie, comme les club deals également, qui sont sur des performances peut-être plus court terme que sur un investissement dans une SCPI en direct. Eh bien, parfait. Ronan, a-t-on des questions? Alors, la dette française, qui détient le reste de la dette française? Qui détient le reste de la dette française? Eh bien, 55% de la dette française est détenue par les étrangers. Donc après, la nature, c'est très souvent quand même des institutionnels, hein, donc des institutionnels étrangers. Et comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que évidemment la dette française est un composé important des indices obligataires. Eh bien, tous les gérants un petit peu globaux, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher de la dette un peu à travers le monde, forcément s'arrêtent sur la dette française et sont possesseurs de la dette française. Alors, quelle stratégie d'investissement adopter pendant et après les élections? Assurez-vous une veille des évolutions éventuelles de changements? Alors, toi, de ton côté, dans la gestion pilotée, je sais que tu suis ça au quotidien, et que s'il y avait des aberrations liées à un effet de panique, tu procéderais à des arbitrages probablement de supports peu risqués, obligataires, voire des fonds en euros, pour aller saisir des opportunités. C'est ce qu'on disait, et on surveille ça. Il faut surveiller les valorisations. Certains secteurs, peut-être les petites et moyennes capitalisations, alors qui souffrent aujourd'hui d'un peu cette incertitude. Mais si c'est trop exagéré et que ces valeurs de bonne qualité baissent trop, évidemment, on ne se ferme pas la porte à saisir des bonnes opportunités dans le marché. Ou alors, si vraiment il y a une crise qui arrive, on peut aussi repondérer les portefeuilles et se remettre sur des actifs qui sont beaucoup moins risqués. Donc, on a toute cette flexibilité dans les deux sens. Et aujourd'hui, la stratégie d'investissement adoptée pendant et après les élections, encore une fois, c'est de la diversification. Les élections ne changent rien si vous souhaitez exactement, et si vous voulez vous investir sur les actions américaines ou émergentes, la situation politique en France n'a pas d'impact, donc il faut pas attendre cela. Par contre, ça peut être l'illustration des actions au sein de vos allocations. Si vous êtes trop pondéré sur la France, par exemple, ça doit vous amener à réfléchir votre allocation. Et justement, et c'est ce qu'on a essayé de vous démontrer sur ce webinaire, de essayer d'aller puissant, d'aller mettre un petit peu ailleurs, où c'est peut-être loin, on connaît moins, mais malgré tout, ça marche parfois un petit peu mieux que chez nous. Et l'avantage aussi qu'on a, c'est que les supports dans les contrats d'assurance vie sont toujours des expertises, sont sélectionnés pour ça. Et si vous souhaitez un fonds d'action américaine, vous avez des expertises américaines qui gèrent tout ça, et sur lesquelles on peut investir à travers les fonds sélectionnés dans les supports. Ces élections présentent-elles un risque pour le plan épargne retraite? Alors, sur le plan épargne retraite en tant que tel, de mon point de vue, non, parce que c'est un produit qui, de la même manière, commence à être très largement diffusé. À ce jour, la protection de la retraite des épargnants dans tous les programmes est présente,
soit par un retour en arrière. Voilà, il est possible que peut-être en fonction des sensibilités qui arriveraient au pouvoir, les avantages fiscaux liés au versement sur un plan épargne retraite soient limités, réduits, plafonnés. Voilà, en tout cas, ça ne change rien à vos plans épargne retraite existants. Ça, c'est quand même le premier point. Et c'est vrai qu'on entendra peut-être un petit peu plus d'informations sur la nouvelle sauce fiscale pour reverser massivement sur l'épargne retraite, même s'il est aujourd'hui très peu probable, ça s'est quasiment jamais fait, qu'on revienne de manière massive et rétroactive sur les niveaux de fiscalité. Alors, on aurait dû appeler Carole. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de questions fiscales. Quelle serait la stratégie la plus utilisée de retour des SF, etc., etc. Alors, écoutez, ça aujourd'hui, il y a une grande boule de cristal. On sait qu'il y a 2 candidats sur 3 qui veulent un retour de l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire réintégrer les produits financiers. Évidemment, le plafonnement de l'ISF en réduisant au maximum ses revenus devrait être privilégié puisque le Conseil constitutionnel avait, entre guillemets, expliqué qu'au-delà de 75% d'impôts sur l'ISF plus l'impôt sur le revenu, ça devenait confiscatoire. Donc les stratégies de plafonnement de l'ISF probablement reviendront au devant de la scène pour ceux qui en ont la possibilité, parce que tous les salariés ne seront pas forcément dans cette situation. Mais il est clair que le plafonnement de l'ISF pour les clients qui sont fortunés ou qui ont la possibilité de moduler leurs revenus reviendra. Et puis ensuite, globalement, peut-être qu'une partie des gens seront amenés, tant que cela est possible, à transmettre le patrimoine, puisque globalement, aucun des candidats de ce que j'ai vu aujourd'hui n'a prévu de s'attacher, certes, aux droits de succession pour certains d'entre eux, mais la transmission de patrimoine, c'est-à-dire de faire circuler les capitaux et donc de réduire l'assiette imposable. Voilà. Les risques de blocage de l'épargne en cas de crise financière. Alors, j'ai interrogé des assureurs. Plusieurs d'entre eux m'ont expliqué la chose suivante, c'est-à-dire que le scénario chypriote, où on aurait pour objectif de venir prendre directement les capitaux sur le compte des détenteurs de contrats d'assurance vie n'était pas à l'ordre du jour, car contraire à la libre circulation des capitaux et donc à la réglementation de l'Union européenne. Donc, à moins de s'en affranchir très vite, globalement, on ne pourrait pas venir ponctionner vos contrats d'assurance vie. Ça, d'ailleurs, ça n'a pas été évoqué. Ensuite, la loi Sapin 2, qui a pour vocation à s'appliquer dans des scénarios de crise ultime, globalement, aurait effectivement pour effet de pouvoir venir bloquer temporairement une partie de votre épargne. Souvenez-vous que ça a été mis en place en 2008-2011, au moment où les dettes d'État étaient à 2 doigts de la faillite et que cette loi n'a pas été mise en place. Voilà, sachez que dans vos contrats d'assurance vie, les assureurs, dans leurs fonds propres, n'ont pas que de la dette française. Ils en ont beaucoup, mais ils n'ont pas que ça. Voilà, donc ce scénario peut exister. Retenez surtout que cette loi Sapin 2, elle a pour objectif, dans des scénarios extrêmes, de protéger les épargnants. Voilà, c'est au même titre que si on sort tout son capital d'une banque au même moment, c'est risqué pour la banque. Une compagnie d'assurance, c'est la même chose. Donc voilà, cette loi Sapin 2, elle existe. Et on peut aussi rappeler que le secteur financier, les acteurs du secteur financier sont aujourd'hui en très bonne santé, entre guillemets, avec des fondamentaux et des fonds propres qui sont très importants. Et c'est vrai qu'après la très grande crise financière de 2009, elles ont été évidemment sous l'œil du cyclone de la réglementation européenne et qui a eu des exigences en termes de capital et de fonds propres extrêmement importantes. Et aujourd'hui, ça protège d'autant les épargnants avec ce qu'on appelle ces buffers, des coussins qui leur permettent qui leur interdisent de faire n'importe quoi et en s'assurant d'avoir en face de quoi rembourser leurs pertes. Donc le seul moyen d'éviter, on a eu quelques questions à ce sujet, si certains d'entre vous
le souhaitent, ils peuvent nous appeler. On a des solutions de contrats d'assurance vie luxembourgeois qui peuvent être étudiés au cas par cas, parce que c'est des contrats dont on fait beaucoup de bruit, mais qui n'ont pas toujours beaucoup d'intérêt, voilà, qui permettent d'éviter cette loi Sapin 2. Mais pour cela, il faut être prêt, si on veut jouer le jeu à fond, à s'affranchir du fonds en euros qui reste quand même un actif assez sympathique dans une allocation. Écoutez, merci à tous pour vos questions. Voilà, vous êtes venus nombreux. Merci Xavier de nous avoir éclairé. Merci Yves. Et de nous avoir quand même donné plutôt confiance sur la croissance des marchés à moyen terme dans ce contexte difficile. Et on vous dit donc, on l'espère, à très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.